à tous, bienvenue dans cette vidéo qui sera une vidéo interview puisque je me trouve en présence de Mégane. Mégane, voilà, qui est venue pour nous raconter le métier de professeur des écoles. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et quel est actuellement ton poste voilà. Du coup, je suis professeure dans une classe de CE1. Je viens d'Alsace, je pense que vous l'entendez à mon petit accent, j'espère pas trop. On pardonne aux Alsaciens. Et j'ai aussi une classe, une journée par semaine de CM1, CM2, mais je donnerai plus de détails tout à l'heure. Bon, alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Et ben en fait, d'abord j'ai fait un stage en première. Mon lycée avait la chance en fait de faire un stage en troisième et aussi en première, parce que je trouve qu'en première on sait un peu plus vers où on veut se tourner au niveau du métier. Qu'en troisième, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent en fait de le faire en première. Alors, en troisième, tu vois que la plupart ils vont avec les parents parce qu'ils savent pas. Oui, ils savent pas, ça permet d'avoir une première idée. Et du coup, moi j'ai fait un stage en CP et ça m'a plus ou moins ouvert sur l'idée peut-être de faire professeur des écoles. Mais je savais pas trop. Je savais qu'il fallait une licence et un master, le master MEF comme pour faire le CAPES. Ouais, c'était l'UFM, je crois, encore quand on était au lycée. C'est possible, je sais plus à quel moment c'est devenu l'ESP. Très rapidement, puisque ça s'est passé d'ESP à INSP, très rapidement aussi, mais comme ils changent tout le temps. Tout le temps, juste pour quelques lettres. Mais j'ai fait une licence, je voulais faire une licence qui me plaisait. Je voulais pas faire forcément une licence de lettres, même si ça me plaisait aussi. Du coup, j'ai fait une licence d'art du spectacle, option cinéma. Et parce que j'hésitais aussi à travailler dans l'univers du cinéma, que ce soit scénariste ou autre chose, je me cherchais encore un petit peu. Après, c'est bien aussi quand tu vas à la faculté de profiter des licences aussi pour découvrir quelque chose qui vous plaît, parce que soit effectivement tu vas directement dans un parcours spécialisé, soit quitte à profiter des fois de la fac, c'est aussi de pouvoir avoir accès à certaines choses. Tout à fait. Et du coup, je me suis rendu compte que le cinéma c'était une passion, mais je me suis aussi rendu compte que pour travailler dans le monde du cinéma, il fallait ne plus avoir de vie. Et connaître des gens. C'est très pratique. Oui, et aller à Paris. Voilà, je n'ai rien contre Paris, Paris est une ville magnifique. J'ai vraiment resté dans ma région. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas avec ma licence, tenter de rentrer en SP à l'époque, du coup, maintenant c'est une SP. Et il s'est trouvé que je m'étais quand même renseignée avant de faire ma licence. J'étais allée à la journée des universités à Strasbourg et on m'avait assuré l'IUFM ou l'ESP, je ne sais plus lequel c'était, qu'avec ma licence cinéma, je pourrais intégrer l'ESP. Surtout qu'en plus, ça aurait pu rentrer dans le spectacle, art plastique. Tout à fait. Et il faut savoir que l'ESP de Strasbourg et de Colmar, il faut un concours pour pouvoir y entrer. Et moi, j'ai toujours eu un problème avec les concours. C'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas aujourd'hui. Il faut un concours pour y entrer. C'est spécial chez vous parce que moi j'ai juste postulé pour le master. Et c'était ça pour du coup l'ESP de Besançon, du coup pour toute la Franche-Comté. Et du coup j'avais posé mon dossier en fait pour entrer à l'ESP de Besançon. Sauf qu'il s'est trouvé que ma licence n'est pas une licence. Voilà, j'ai passé 3 ans, c'était un fake, hein, c'était... T'as rien fait pendant 3 ans, en fait. Non, voilà, c'était la fac de cire. Tes parents vont être sympas de savoir ce qu'ils ont payé pendant 3 ans. Voilà, c'est ça. C'est la fac de cinéma, il faut savoir que c'est une fac de cire, voilà, nous ne faisons rien. Voilà, nous passons notre temps à regarder des films toute la journée. Voilà, mais quand on regarde Napoléon, le vieux film des années 20... Il faut avoir du courage. Qui durait 4 heures, qui est un film muet et... Voilà, il faut beaucoup de courage. Non, mais je ne critique pas. Voilà. Mais du coup, je me suis retrouvée embêtée parce qu'ils m'ont pas acceptée. Et je me retrouvais sans rien. On était au mois de juin. La rentrée, c'était en septembre. Je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai commencé à chercher à me réorienter. Et finalement, mon père, qui est quelqu'un de génial et de très carré, il m'a dit, écoute, on va avoir un conseil d'orientation. Et j'ai trouvé... Je me rappelle, j'étais venue chez toi à ce moment-là, t'avais plein de trucs affichés sur les... voilà. Parce que t'avais certaines filières qu'elle t'avait proposées qui étaient vraiment pas pour toi. Voilà, pas pour moi. C'était pas secrétariat. Non, c'était BTS en communication. C'est ça. Donc j'avais fait des recherches et c'est vrai que j'avais fait un entretien chez Peugeot, il me semble, et je m'étais rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. Et en fait, ce conseiller m'a dit, mais écoutez, il existe l'ESP qui est pour le public, mais il existe aussi l'ISFEC, Institut supérieur de formation et d'éducation catholique, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était pour justement travailler pour après mais c'est privé du coup? Dans le privé, oui, c'est dans le privé et il n'existait pas encore à Strasbourg, il a ouvert un an après, il a ouvert il me semble en septembre 2017.
Et du coup, je l'ai passé, je suis partie à Grenoble, à l'ISFEC de Grenoble, justement, où il proposait justement le Master MEF, la première, mais c'était une école privée. Par contre, j'ai logé chez l'habitant. Oui, j'étais pendant un petit moment dans un super monastère. Non, mais c'était super, mais c'était le temps, voilà. Et après, je suis partie, du coup, j'ai vécu chez quelqu'un qui vivait à Cessinay-Parisette, parce que c'était à côté de Grenoble, et j'ai passé mon Master 1 à l'ISFEC, en fait, en privé. Mais je pouvais quand même le passer en public. J'ai toujours passé le concours en public, en fait. D'accord. Oui, t'as jamais passé le concours du privé, t'as pas passé. Je n'ai pas passé parce qu'il faut savoir qu'en Alsace, c'est assez sympa. Parce que l'Alsace n'a que des particularités. L'Alsace, c'est pas la France. Ils ont des jours fériés en plus, ils ont des jours... Mais non, ce n'est pas en France, l'Alsace, c'est en Allemagne. C'est vrai, pardon, excuse-moi. C'est en Allemagne. Pourtant, on l'a récupéré après la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais certains l'ont oublié. Du coup, je l'ai raté. À savoir que le concours, je l'ai raté 5 fois. Donc actuellement, je n'ai toujours pas le concours. En fait, je suis enseignante en CE1 et une journée en classe de CM1, CM2 pour cela, justement, parce que je suis maître déléguée suppléante. C'est ce qu'on appelle les remplaçants dans l'enseignement privé, enfin dans les écoles privées. Oui. Et après, du coup, mon Master 1, vu que j'ai pas eu le concours, mais je trouve en fait qu'au bout du Master 1, on n'est pas prêt. Non. Moi, je trouve qu'on n'est pas prêt, et justement, avec la nouvelle réforme du concours cette année, il faut avoir le Master complet. C'est-à-dire que c'est au bout de la 2e année de Master qu'on peut avoir le concours, et je trouve ça beaucoup mieux parce qu'on a vraiment eu le temps de s'approprier le métier et avoir une posture différente en tant qu'enseignant. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'avant, enfin moi à l'époque où je l'ai passé, on passait le concours à l'issue du Master 1, enfin du M1. Oui. Par contre, du coup, la 2e année, il fallait à la fois qu'on valide le Master, qu'on valide la titularisation sur le poste, qu'on fasse le mémoire. Donc si on se plantait en plus sur la validation du Master, ça remettait en cause notre titularisation. Si on se plantait sur la titularisation, c'était compliqué. Et c'est pareil pour le CRPE en fait. Et là, du coup, c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir vraiment une formation, parce que c'est bien le concours, mais je pense que c'est là aussi où ça pose souci, c'est que le concours, c'est de la théorie, et qu'il y a des personnes qui, au niveau du concours, ça bloque parce qu'ils n'y arrivent pas et c'est compliqué, alors qu'en fait, pédagogiquement, ça fonctionne, et à l'inverse... Après, il faut savoir que le CRPE, donc concours de recrutement des professeurs des écoles, il est différent du CAPES, c'est-à-dire qu'on a, on va dire, l'ancienne version, il y avait beaucoup de didactique dans tout ce qui est au niveau de l'enseignement, on avait beaucoup d'analyse, de copies d'élèves, etc. dans les écrits. Et aux oraux, c'était essentiellement ça en fait. Il y avait pas vraiment de théorie, c'était surtout de la pratique, on va dire. Parce que nous, dans le CAPES, c'est vraiment c'est théorique. C'est la limite, on se demande quel est le vrai rapport avec l'enseignement derrière. Non, mais après, ils vous mettent face à des classes, voilà. Voilà, c'est ça. C'est nous, on est balancés de. Oui, alors vous étiez des experts de votre discipline. Maintenant, vous allez devenir des experts pédagogiques. En plus, ils disent ça le jour de pré-rentrée. Ils disent, vous êtes des experts de la pédagogie. Toi, t'es là, tu dis, j'ai jamais fait un élève de ma vie. D'où je suis un expert. J'ai fait une année, on va dire plus ou moins sabbatique à l'ISFEC de Strasbourg, du coup, qui avait ouvert. Pour justement me concentrer uniquement sur le concours, j'avais rien d'autre à valider, mais je suivais les cours comme les autres M1. C'est juste que j'avais enfin voilà, ça me permettait de retravailler ce qu'il fallait pour les écrits et les oraux sans forcément avoir quelque chose à valider, sans la pression du Master 1. Et je n'ai toujours pas eu. Du coup, je suis rentrée à l'ESP de Colmar. C'est bien, la persévérance. Moi je trouve que c'est beau. Je suis rentrée à l'ESP de Colmar où j'ai du coup passé mon Master 2. Il faut savoir que l'ESP propose 2 formes de Master. Celui où on a le concours. Oui, c'est vrai qu'il y a le parcours concours, parcours pas. C'est ça. Et le Master 2, ils disent parcours polyvalent. C'est-à-dire qu'on valide certaines UE pour le Master, comme par exemple j'ai déjà passé mon mémoire, en sachant, sans avoir le concours, j'ai déjà passé mon mémoire. Donc dans le jour où j'aurai mon concours, j'aurai quelques UE à valider pour le M2, mais j'aurai plus le mémoire à passer, etc. Comme certains qui des fois sont déjà en poste mais changent de discipline ou des choses comme ça en fait, ou alors ont déjà travaillé, ils sont pas à mi-temps, parce qu'en fait quand on est la première année en stage, on est à mi-temps plus à mi-temps à l'ESP, mais quand on a déjà une expérience sur le terrain, on peut être à temps plein avec quelques jours à l'INSPE, pardon, ou... non mais ça change tout le temps. Oui, ça change tout le temps. Donc du coup, où là on a effectivement quelques UE à valider, mais pas toutes. Oui, c'est ça. C'est comme oui. Et du coup, je ne l'ai pas eu. Mais par contre, non, j'ai pas eu le concours, du coup, je l'ai repassé. Et t'as eu le master. Mais par contre, j'ai validé mon master. Et du coup, après, je me suis dit, je vais postuler pour être contractuelle dans l'enseignement public. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est contractuel? Oui, contractuel, en fait, c'est les remplaçants. Oui. C'est les remplaçants. Mais qui n'ont pas de poste de titulaire parce non, ils n'ont pas de poste, c'est ça, parce qu'on n'a pas le concours. Du coup,
Voilà, on postule au niveau du rectorat, j'ai envoyé mon courrier avec mon CV, en sachant que sur les 3 années de master, vu que j'avais une année, on va dire, plus ou moins blanche, j'ai fait énormément de stages. J'ai fait tous les niveaux, j'ai fait plein d'écoles, que ce soit privé ou public, parce que du coup j'avais demandé à l'ISFEC en fait de faire quand même des stages en public. J'avais demandé parce que je voulais vraiment avoir les deux facettes en fait de l'école. Et du coup j'avais vraiment un bon dossier au niveau des stages. Et le rectorat m'a remercié de ma candidature et m'a dit que dans les écoles publiques, nous n'avions pas besoin de contractuels car nous avions assez d'enseignants. Voilà. Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux vu tout ce que j'entends autour de moi. Je me suis dit mais comment je vais faire, c'est pas possible. Et je me suis dit je vais essayer le privé. Et en fait j'ai postulé du coup, j'ai passé, c'était sur je sais plus quelle plateforme parce que si les plateformes elles changent tout le temps. J'ai postulé du coup pour l'enseignement dans les écoles catholiques et j'ai eu un appel en août, du coup c'était 2019, ma première année j'ai commencé en 2019, d'une ancienne école dans laquelle j'étais. Il avait reconnu ma tête sur mon CV parce que j'ai oublié de préciser que j'avais fait collège et lycée en privé. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour la rentrée pour 2 semaines, qui finalement s'est étendu jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et en fait, la première année, c'était ça. J'ai fait 2 remplacements et à chaque fois, ça devait être 2 semaines et à chaque fois, c'était prolongé. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, à chaque fois, je suis allée dans d'autres écoles. Et aujourd'hui, je suis dans une énorme école en Alsace privée, toujours. Parce que j'avais repostulé pour le public, il n'avait toujours pas besoin. Donc je me dis, il y a un moment où le public ne veut pas de moi. Voilà. Je me dis, c'est ça. Et du coup, je suis en 3/4 temps. Le mardi et vendredi, je suis dans une classe bilingue, donc je m'occupe de tout ce qui est la partie allemand. C'est pour l'année, en classe de CE1. Et le jeudi, je suis dans une classe... Enfin, c'est pas vraiment une classe. En fait, on appelle ça... C'est pas une classe, c'est un truc bizarre, des élèves de danse. Non, en fait, c'est un regroupement d'adaptation qui est proposé dans notre école. Je remplace une collègue qui a 80% du coup. Donc je la remplace ce jour-là. Et en fait, c'est au niveau des CM1, CM2, c'est prendre des petits groupes dans chaque classe des élèves en difficulté. C'est bien ça. Et du coup, on cible vraiment pour tout ce qui est difficulté en lecture, compréhension, vocabulaire. Il manque énormément de vocabulaire encore en CM1, CM2. Après, chaque élève est différent. Mais ça nous permet vraiment, avec des petits groupes, je crois que le maximum que j'ai, c'est 6. C'est vraiment des petits groupes. Disons quand on est à 30, c'est pas pareil. En fait, chaque heure change de classe. Change de classe. Et je travaille aussi donc les mathématiques, tout ce qui est la difficulté par rapport au nombre, à la compréhension des problèmes, enfin beaucoup de choses. D'accord. Et ça permet de voir aussi des choses différentes et j'aime beaucoup. Comment tu sais de quoi est-ce qu'ils ont besoin? En fait, on a une réunion vers fin septembre avec l'enseignante et notre directrice adjointe pour justement parler des élèves qu'ils aimeraient en RA, donc en regroupement d'adaptation, ce qu'a perçu l'enseignant au cours du mois de septembre, justement, au niveau des difficultés des élèves, les difficultés qui ont été perçues. Par contre, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est une petite évaluation de diagnostic où je les ai pris individuellement le premier jour pour voir justement ce que je devais cibler dans les apprentissages. Ce qu'on appelle évaluation diagnostique, c'est des évaluations où il n'y a pas une note derrière, où l'objectif c'est de savoir leur niveau. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, on diagnostique leur niveau en fait, pour justement percevoir ce qu'on doit travailler pour que les élèves arrivent à dépasser leurs difficultés pour avancer. C'est pour ça souvent ça arrive en début d'année que les professeurs proposent des évaluations et certains paniquent complètement en disant mais il y a des évaluations dès le début, j'ai pas révisé, mais le but c'est pas de réviser, c'est en fait de voir où ils en sont pour qu'on puisse adapter. Après, à savoir que moi, je ne note pas mes élèves. Toi, c'est par compétence? Jamais. Oui, moi, c'est par compétence. Que ça soit De toute façon, je note pas en regroupement d'adaptation, mais mes CE1 ne sont pas du tout notés. Mais est-ce que c'est un choix de ton établissement ou de toi, ça? Alors, dans l'établissement... Non, en fait, notre établissement nous laisse libre choix. Même si les programmes, ils demandent en fait à ce qu'on note plus, mais je sais que j'ai quelques enseignantes, par exemple en CM2, je trouve que c'est peut-être essentiel de commencer à mettre des notes pour qu'ils s'habituent en fait au système du collège en fait, parce que sinon ils sont déstabilisés, ils comprennent pas forcément. Surtout que le problème qu'on a, c'est que même nous aussi, on le voit, il y a certains collèges qui passent par compétences, ce qui est très bien, c'est pas pour faire une critique des compétences, en fait l'idée c'est d'évaluer, que ce soit par note ou compétence. Le souci qu'on va avoir, c'est quand on se retrouve par exemple au lycée, enfin rien qu'au brevet en 3e, c'est que le système classique tel qu'il est créé, c'est un système par note. Donc il y a un moment donné où on peut noter par compétence,
mais ça finira par se transformer en notes et du coup en fait il faut à un moment donné aussi les réhabituer à ça. Parce que du coup tu peux revenir sur le professeur des écoles, il peut enseigner avec quel niveau, quel élève, comment... Oui, tout à fait. Alors le professeur des écoles travaille en école primaire, à savoir que l'école primaire c'est l'école maternelle, donc petite section, moyenne section et grande, et l'école élémentaire du coup qui est du CP au CM2. Moi je trouve ça super flippant la maternelle. Non mais je me dis, tu lui as pas appris quelque chose, ça peut remettre tout en cause. Moi quand je vois des élèves des fois, qui ont du mal à couper une feuille, je me dis, ça se trouve c'est en maternelle en fait. Il y a un truc qui est pas passé. En fait c'est ça, la maternelle je suis vraiment contente parce qu'ils l'ont rendue obligatoire, parce qu'avant elle était... À 6 ans, c'est à partir de 6 ans. Oui, l'école était obligatoire à partir de 6 ans. Et les gens ont des a priori sur la maternelle. Alors moi j'ai jamais été enseignante en maternelle, mais j'ai fait des stages. Et ces stages m'ont vraiment permis de comprendre le côté essentiel en fait de la maternelle. Tu apprends les bases, même rien que en fait la vie en collectivité. C'est ça. Rien que la vie en collectivité, avec un groupe. Oui, et même apprendre à vivre avec l'autre, c'est normalement ça qu'on fait en maternelle. Et c'est toutes les bases de la compréhension, de la lecture, c'est toute la base est en maternelle. Et je trouve que c'est essentiel en fait. Mais tu vois la différence de... Est-ce que tu as déjà eu des élèves qui sont pas passés par la maternelle qui arrivent pour comparer justement? Alors moi j'ai quasiment tous les élèves qui sont passés par la maternelle. Mais c'est rare quand même. Hein. C'est rare. Après les élèves, il y a des élèves qui ne sont pas passés par la maternelle, il n'y a pas de souci. Par exemple, si les parents auront travaillé certaines choses comme beaucoup la lecture, par rapport à la lecture qu'on écoute, et c'est une étape essentielle en fait, à la lecture qu'on va lire nous, parce qu'on va même connaître plus de mots en entendant. Mais parce que je pense qu'en fait la différence c'est ne pas mettre ton enfant à la maternelle mais lui faire un enseignement à la maison et ne pas le mettre et ne rien faire. Tout à fait. Mais c'est pas forcément de l'éducation, en fait ça passe par des petites choses du quotidien en fait qui sont essentielles, comme par exemple nommer des choses dans un trajet de voiture, nommer les choses qui passent, c'est des petites choses en fait qui sont communiquer avec l'enfant, c'est essentiel. Quand tu es professeur des écoles, tu peux enseigner à tous les niveaux de l'école primaire, ça on a compris. Mais toi qui es remplaçante, si je prends par exemple ton cas de l'année dernière où tu avais plusieurs niveaux de classe, au niveau de la préparation, moi je me dis mais bon, nous aussi au collège ou au lycée on a plusieurs niveaux. Mais 1 heure de cours, c'est 1 heure de cours. Moi, des fois, je me dis, mais comment ils font en fait? Il faut savoir qu'il y a 2 sortes de contractuels, suppléants / remplaçants. Tous les termes de l'éducation nationale. Vive les acronymes. En fait, le terme remplaçant, il est utilisé dans notre vocabulaire courant, mais pas du tout par l'éducation nationale. C'est soit contractuel, soit maître délégué suppléant. Privé. C'est beau, moi mais je trouve. Oui, la personne qui va remplacer, comme moi cette année en CE1, je fais de septembre à juin. Du coup, j'ai toute la préparation à faire puisque la collègue que je remplace, par exemple, elle n'a rien laissé en classe parce qu'elle est en congé parental. Oui. Donc là, c'est à moi de tout faire. Bon, je le savais déjà cet été, donc j'ai bien pu préparer mon année. Là, c'est à moi de tout créer. Par contre, après la Toussaint 2019, j'ai dû remplacer une collègue qui devait être absente pour 2 semaines. Là, par contre, elle m'avait tout préparé. Oui. Quand on a des remplacements courts, on va dire, et qu'on arrive en plein début d'année, là, c'est l'enseignant titulaire qui va te donner les ressources et ce qu'il faut faire. Et c'est pas compliqué justement de récupérer les ressources de quelqu'un pour les utiliser? Alors, moi, ce qui est dur, c'est vraiment de s'approprier les choses. Oui. C'est s'approprier. Après, une fois qu'on a compris comment l'enseignant fonctionne, en général, toutes les enseignantes que j'ai remplacées, elles étaient vraiment très professionnelles, elles m'expliquaient tout, elles passaient du temps avec moi au téléphone pour m'expliquer leur fonctionnement aussi, pour pas que les élèves soient déstabilisés, parce que certains enseignants sont très dans la ritualisation de la journée. Parce qu'il faut savoir qu'un... Surtout les enfants. Oui, c'est ça. Les ados, hein. Même nous les ados, on fait des rituels dans le classe. Donc ce que tu disais justement, c'est que vous êtes 1 heure avec les élèves. Oui. Nous, on est 6 heures. Et un élève de maternelle, il a un temps de concentration d'à peu près 1/4 d'heure, 20 minutes. Donc en maternelle... Un adolescent aussi, je te rassure. Juste qu'on le dit pas. Oui, c'est juste qu'on le dit pas, mais toutes les 15-20 minutes, il faut plus ou moins il faut changer d'activité. Il se lasse oui, il se lasse. Après, ce qui est bien en maternelle, c'est que tu passes beaucoup par le ludique. Oui. On essaye encore de le faire beaucoup en cycle 2. Donc cycle 2, c'est CP, CE1, CE2. Ludique, c'est travailler en fait par les jeux. Et ça leur permet de ne pas se rendre compte qu'ils travaillent, c'est vraiment très pratique. Mais on fait beaucoup ça, hein. On essaye. Oui, visualise-toi dans un bateau. Non, on veut juste qu'il écrive, mais on va le faire. Alors, tu es sur le bateau, pirate. C'est bien les pirates. C'est ça. Et du coup, en CP, CE1, voilà, cette tranche d'âge, donc ils ont 7 ans, mes élèves. Ils ont, je dirais, 1/2 heure. Je change d'activité toutes les 1/2 heure, 3/4 d'heure max. J'essaie que ça dure pas plus longtemps parce que sinon c'est un peu lassant. Moi j'essaie d'imaginer parce que par rapport à ma fiche de préparation de cours où j'ai mes
3 séances, alors qu'ils vont déborder sur plusieurs heures, parce qu'en fonction de je me dis, mais ça ressemble à quoi en fait? C'est un emploi du temps type, c'est-à-dire que le matin on fait les rituels, ensuite on va faire une partie par exemple en grammaire le mardi, parce qu'il faut savoir aussi que les bilingues c'est compliqué, parce que la partie français, ce qu'il faut faire en 4 jours, on le fait en 2. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas en bilingue, mais il y a aussi d'autres thématiques, on va dire, qu'ils abordent en allemand. Comme par exemple, beaucoup de géométrie, ils le voient en allemand. Après, moi, je reviens des fois dessus pour qu'ils aient la notion en français, juste les termes. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez rapide. Donc, on va dire que j'essaie de faire surtout français et maths le matin. Et l'après-midi, un peu plus large. Peut-être aussi pour la concentration. Pour la concentration, parce que tout à fait. Nous, on le voit au collège, on est beaucoup à dire qu'il faudrait repenser les rythmes scolaires parce que ils sont beaucoup plus concentrés le matin. En fait, si les matières les plus fondamentales de base, avec les maths, le français, l'histoire géo, les langues, seraient peut-être plus logiques d'être concentrées le matin, où ça demande plus de concentration, ou l'après-midi, on pourrait être sur du sport, les arts plastiques, la musique, parce que justement, ça détend un peu plus l'esprit et ce qui... Tout à fait, par exemple, moi l'après-midi j'essaie de faire plus tout ce qui est art, questionner le monde. Alors questionner le monde c'est le terme. Géo. Oui, c'est l'histoire, la géo, ce qui est technologie aussi, les sciences. C'est séparé en 4 parties, l'espace, le temps, la matière, les objets et le vivant. Je suis ravie de savoir que je me suis retrouvée en techno. Les élèves ça leur permet justement que ça soit pas trop... que ça soit pas trop lourd et puis que ça leur permet vraiment d'apprendre, parce que plus c'est court en fait, plus ils vont apprendre. Parce que si tu traînes en longueur, au bout d'un moment ils se lassent et ils sont plus là. Même s'ils avaient compris il y a 10 minutes, après c'est perdu. Oui, mais nous c'est mais même pour nous en fait, vu qu'on est 6 heures avec eux, c'est aussi bien pour nous en fait de changer, ça nous permet d'être en éveil et de les maintenir intéressés en fait. D'ailleurs justement quand tu dis on est 6 heures avec eux, parce que moi ça aussi c'est quelque chose où je me dis, nous au collège ou au lycée, bon on a des groupes classes, il y a certaines classes qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Quand il y en a qui sont difficiles, bon, on a la chance, entre guillemets, de se dire ça dure 1 heure, ils sortent, on les revoit le lendemain, l'après-lendemain, mais voilà, moi j'ai 3 heures avec chaque classe dans la semaine, bon, au pire ça se passe mal, c'est 3 heures. Je me dis, mais toi, s'il y en a certains où ça se passe vraiment mal... Oui, alors pour l'instant j'ai de la chance, pour tous mes remplacements longs, les classes ça s'est toujours super bien passé, j'ai jamais eu de problème particulier avec un élève au niveau du comportement ou quoi que ce soit. Mais même au niveau des difficultés, moi je vois j'ai certains élèves qui sont avec des troubles cognitifs, où c'est compliqué, ou des fois même eux ils arrivent pas à se maîtriser, ceux qui ont les TDAH. Bon, quand il y a des syndromes d'hyperactivité, quand il y a... C'est très compliqué. C'est compliqué à gérer dans une classe. Alors il faut savoir déjà que moi je suis en enseignement bilingue, c'est-à-dire que les difficultés il y aura beaucoup moins. Oui, parce que moins en intensité qu'en classe monolingue, parce que j'ai déjà fait en monolingue l'année dernière et c'est vrai que j'ai vu vraiment des différences de compréhension, mais parce qu'en bilingue ils font le bilingue soit depuis la fin de maternelle, soit à partir du CP, et en fait leur cerveau il a appris à déjà gérer plusieurs choses à la fois, parce que déjà plusieurs langues déjà. C'est ça. Alors que certains élèves vont vraiment avoir ce problème de concentration, d'être sur d'être sur une seule tâche en même temps, alors qu'en allemand quand ils font les enseignements en allemand, ils doivent déjà comprendre ce que dit l'enseignante en allemand et le contenu en fait, demande une concentration plus ça demande et ce qui peut provoquer une surcharge cognitive en fait, c'est le mot que je cherchais chez certains. J'ai remplacé une collègue l'année dernière et j'ai trouvé déjà que sa classe manquait cruellement de motivation. Les enfants ils étaient mous, ils avaient envie de rien, même quand on faisait de l'art plastique, alors que c'est quelque chose en général que les enfants ils adorent, ils attendent que ça, ce moment de cool, c'est leur terme que je reprends, voilà, leur moment de détente on va dire dans la journée. Là c'était une classe j'avais peut-être 2 élèves qui participaient, à savoir quand je crois que tu as eu l'expérience avec les 6e qui participent tous, c'est plus ou moins ça en fait en école élémentaire. Ils sont tous trop contents. Alors oui, il y a toujours la peur, certains ont toujours la peur justement de dire des bêtises, donc ils vont pas lever le doigt. Mais en soi, niveau participation, il y a tellement de doigts levés. Voilà, et là en fait j'avais un flop, et c'était la première fois, parce que du coup je suis à ma 3e année, c'est la première fois en 3 ans que je ressentais cette... En fait, il me démotivait. Et j'ai dit, et du coup, je comprends tout à fait les enseignants et enseignantes qui se retrouvent démunis face à des classes compliquées et qui ne retrouvent plus aucune motivation dans leur métier. Un métier qui est fabuleux, mais en fait, Oui, des fois, en même temps, si en face, il y a un public où on a beau essayer de s'adapter, de faire des choses... Parce que des fois, en fait, c'est pas fort... Alors, ça peut être
l'enseignant qui doit améliorer certaines techniques, ritualiser certaines choses, si par exemple c'est perdu, s'ils sont... Mais par contre, de temps en temps, ça arrive qu'un groupe classe ne s'entende pas, ou que ça prenne pas, ou qu'il y ait des histoires. Et du coup, vous avez beau faire ce que vous voulez, en fait, ça ne marche pas. Voilà, même malgré tout. Mais moi, je me dis là, la personne, elle reste tout le temps avec la classe. Alors que moi, tu vois, je peux me dire, bon, ça va, ça sort un moment. Et mon problème aussi, c'est pour tous les élèves qui ont des 10, en fait, tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, etc. Et par rapport aux AESH qui sont mises en place, elles sont super. Les AESH, c'est les personnes qui accompagnent les élèves en difficulté. Oui, qui ont une notification MDPH, donc la maison du handicap, pour les aider. Mais qui ont, généralement, le problème, c'est que l'AESH, elle peut pas non plus être là sur toutes les heures. Exactement. En fait, l'AESH, elle va avoir un contrat sur un temps et tant d'heures avec chaque élève. Et après, c'est l'école qui répartit et du coup, elle va suivre plusieurs élèves. Mais par exemple, j'avais une année en CE2, un élève qui avait tellement de 10 qu'il aurait eu besoin de quelqu'un en permanence pour justement l'apprendre et même lui apprendre à être autonome, parce que du coup j'étais toujours derrière, en sachant que dans les écoles où je suis, on est une trentaine par classe et c'est assez compliqué en fait. Après voilà, il y a toujours des choses à faire, des systèmes à mettre en place pour justement faciliter l'élève quand il est pour lui apprendre à être autonome. Des fois on peut faciliter en mettant des systèmes, mais si vous avez une classe derrière qui est bordélique, enfin où s'il y a du bruit, ou ça, il y a certains élèves, ceux par exemple qui ont des troubles du spectre autistique, qui ont besoin de calme, d'être dans leur bulle, et quand vous avez des enfants qui autour, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, ils savent pas travailler sans bruit. Oui, c'est ça. Enfin, nous on rentre le soir, il y a aussi une fatigue des fois de se dire je suis fatiguée, il y a eu trop de bruit en fait. Après c'est la génération d'aujourd'hui qui fait que, mais il y en a certains, ils ont besoin de silence, et dans une classe des fois c'est compliqué. Tout à fait, c'est ça.